Bonjour, alors on poursuit ce cours sur le langage VHDL. Il s'agit de la 5e vidéo. Ce cours, c'est celui que je dispense à l'IUT de Nantes, donc composante de l'Université de Nantes. Donc il s'agit dans cette vidéo de s'intéresser au traitement séquentiel, d'en voir les bases et la syntaxe. Donc c'est un cours qui est adapté pour les étudiants en classe de BTS, d'IUT, licence professionnelle, master, école d'ingénieur. Il s'agit uniquement des bases. Alors le domaine séquentiel, eh bien, je vous rappelle qu'à l'intérieur du domaine concurrent, on a vu ça la vidéo précédente, on peut effectuer des descriptions séquentielles. Et ces descriptions séquentielles, eh bien, elles aboutissent au domaine séquentiel. Alors ce domaine séquentiel, il a un intérêt, c'est qu'il nous permet d'avoir accès à des structures puissantes et lisibles qui rappellent un petit peu celles du C. Ça va permettre de réaliser des blocs combinatoires avec une approche différente de celle qu'on a vue dans le domaine concurrent. On pouvait par exemple donner la liste des équations, où on utilisait parfois des affectations sélectives, des affectations conditionnelles. Ça va également permettre de prendre en compte de façon plus facile des phénomènes synchrones, c'est-à-dire synchroniser nos calculs en fonction d'un signal d'horloge par exemple. Et puis ça nous permettra d'écrire des bandes tests. Pour effectuer une description séquentielle, on utilise donc le mot-clé process. Alors la syntaxe de base, c'est donc de donner un nom au process, deux points, on utilise le mot-clé process et entre parenthèses, on donne la liste des signaux auquel ce process va être sensible. Donc la liste de sensibilité, eh bien, c'est la liste des signaux dont le changement va lancer le calcul du process. Alors, quand je parle de changement, c'est le changement d'état. La liste de sensibilité, elle peut être vide, et dans ce cas-là, on retire les parenthèses, et on écrit le mot-clé process tout seul. Et dans ce cas-là, ce qui se trouve à l'intérieur du process sera calculé sans condition. Sera lancé sans condition. Alors le nommage du process est facultatif, le nommage c'est le nom qu'on voit apparaître ici, il est fortement recommandé d'en mettre un. Donc ici, la structure d'une façon plus visuelle, donc dans l'architecture, entre le begin et le end de l'architecture d'un programme VHDL, on peut écrire comme ça tout un ensemble de process en fonction de nos besoins. Donc ces process, on vient de le voir, on peut leur donner un nom, c'est recommandé. Deux points process et ensuite la liste des signaux qui déclenchent le calcul du process. Entre process et begin, je peux déclarer des variables internes au process. On verra par la suite ce que sont ces variables. Et je peux également déclarer des constantes. Donc les constantes, on les déclare pour davantage de lisibilité. Et ensuite, entre le begin et le end process, je dispose de structures séquentielles, un peu comme on a pu en voir en langage C, qui permettent de décrire de façon séquentielle, c'est-à-dire en prenant en compte les lignes de code les unes à la suite des autres, de façon séquentielle, donc comme on l'a vu déjà dans des langages comme le langage C. Donc la description séquentielle, elle s'effectue entre le begin et le end process, avec des structures d'affectation, des structures conditionnelles, des structures répétitives. Je vous ai dit, ça ressemble à ce qu'on a déjà pu voir dans des langages comme le langage C. Alors, j'ai évoqué la possibilité de déclarer des variables à l'intérieur d'un process. On va faire un petit parallèle entre ce qu'est un signal et ce qu'est une variable. Donc le signal, on a déjà vu ça, le signal, ça se déclare entre le begin de l'architecture, enfin avant le begin de l'architecture. Ça peut également être présent au tout début, tout simplement parce que c'est issu d'un port du module qu'on est en train de décrire. Donc
entre architecture et begin, avec le mot-clé signal, on donne un nom au signal, deux points, le type du signal, et deux points égal, on peut spécifier une valeur initiale. Mais pour ce qui concerne la variable, c'est la même idée, mais au sein du process, c'est-à-dire entre process et begin. On utilise le mot-clé variable, on donne un nom à la variable, deux points, on précise le type de la variable, deux points égal, une valeur initiale. Donc vous voyez, peu de différence, ce qui change, c'est le mot-clé pour la déclaration. Et également, l'endroit où on peut déclarer la variable, cette variable ne peut être déclarée qu'à l'intérieur d'un process. Alors, il y a une nuance très importante entre les deux, hein. C'est qu'un signal, eh bien, c'est quelque chose qui peut exister physiquement dans le composant, sauf si on le simplifie. La variable, eh bien, elle n'existe qu'à l'intérieur du process, et le process, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce process est un artifice pour décrire quelque chose en langage VHDL, mais le compilateur VHDL va transformer le process en une suite d'équations. Et ce sont ces équations qu'on va trouver à l'intérieur du composant. La conséquence de ça, c'est que la variable, eh bien, physiquement dans le composant, elle n'existera pas. Elle n'est là que sous la forme d'un artifice qui nous permet de faire par exemple une génération de lignes automatique en quelque sorte. Donc elle est utile pour pouvoir effectuer donc la description séquentielle qui aboutit à un jeu d'équations dans laquelle la variable n'est pas. Alors une remarque importante avant de parler de la suite là, c'est que cette variable, quand on sort du process, eh bien elle disparaît, elle n'existe plus. Donc on voit bien la raison pour laquelle la variable n'est pas quelque chose qui peut être observé dans le composant. Alors pour ce qui concerne l'affectation dans un process, pour un signal, c'est toujours l'opérateur inférieur égal, hein, l'opérateur d'affectation pour les signaux. Cette affectation dans un process, elle est effective seulement au moment où on sort du process. Ça veut dire que quand vous prenez un signal en entrée d'une équation dans le process, ce qui compte, c'est la valeur qu'il avait en entrant dans le process. On y reviendra par la suite sur des exemples concrets. L'affectation ne se fait réellement qu'au moment où on sort du process. Pour ce qui concerne la variable, l'affectation, elle est immédiate, elle utilise l'opérateur d'affectation immédiate, deux points égal. Alors les structures de programmation dans les process, il en existe un certain nombre, on va les découvrir maintenant. Donc l'affectation simple pour commencer, on vient d'en parler de cette affectation simple, hein. C'est l'opérateur inférieur égal pour les signaux, deux points égal pour les variables. L'affectation conditionnelle ou sélective, c'est celle qu'on a déjà vue dans le domaine concurrent avec le with select, avec le when else, et ce sont des structures qui, avant VHDL 2008, ne peuvent pas être utilisées dans les process. À partir de VHDL 2008, ce qui n'est pas forcément le cas par défaut dans les systèmes de développement que vous allez utiliser, on peut effectivement utiliser les affectations conditionnelles et sélectives, donc dans le process. Alors tout de suite, les structures concrètes que l'on va trouver dans ces process, donc structures séquentielles, telles qu'on les a vues dans des langages de haut niveau comme le C, le Python, sont les structures conditionnelles de type if, then, else, and if. Alors bien sûr, le else est facultatif. Alors on peut effectuer des déclarations sur une seule ligne, donc par exemple si condition, then, action du then, point virgule, end if, point virgule. Par rapport au langage comme le langage C, ici on a des délimitateurs qui sont très clairs, hein. Le then est clairement marqué, ce qui explique la raison pour laquelle la condition n'a pas besoin d'être marquée entre parenthèses comme on le faisait en C. Parce que finalement cette condition elle est parfaitement délimitée entre le if et le then. Et bien sûr, toute la structure se termine par un end if
qui permettent de façon très claire de spécifier que la structure if, then, else est terminée. Donc avec ou sans le else. On peut également effectuer une écriture sur plusieurs lignes, et ce sera utile quand on aura plusieurs actions à effectuer. Donc ici par exemple, si conditions alors, là toutes mes actions, et je termine par un endif, et là donc je n'ai pas mis de else dans ma structure. Mais je peux également spécifier un else, et dans ce cas je pourrais placer plusieurs actions entre then et else pour ce qui correspond au alors, c'est-à-dire quand la condition est vérifiée, et quand la condition n'est pas vérifiée, un certain nombre d'actions ici entre else et endif, donc pour le cas où on a infirmé. Alors une petite extension en langage VHDL à cette structure if, then, else, endif, eh bien on a ajouté un else if, qui est une structure contractée entre le else et le if. Mais il faut bien comprendre que tout ça c'est la même structure, c'est-à-dire de if jusqu'à endif, on est dans la même structure. Donc si, alors, donc si condition, alors, différentes actions, et sinon si, autre condition, alors, des actions, sinon d'autres actions, et on termine. Alors on verra des exemples typiques de cette utilisation. C'est particulièrement utilisé lorsqu'on veut effectuer deux tests successifs, donc qui sont en opposition. Alors toutes les structures peuvent s'écrire sur une ligne ou sur plusieurs lignes, ça dépend des besoins, ça dépend surtout du nombre d'actions qu'on va mettre dans le alors ou dans le sinon. Autre structure conditionnelle, c'est la structure case. Alors pour les programmeurs C, c'est tout à fait semblable à la structure switch case du C. Donc il s'agit en fait de pouvoir effectuer un traitement au cas par cas. Et ce traitement au cas par cas, il s'effectue donc sur la valeur d'un signal ou d'une variable. Donc case, eh bien un signal ou une variable, is, et en fonction de la valeur, on effectue un traitement. Donc par exemple, quand mon signal ou ma variable est égal à val, j'effectue l'action 1. Alors je pourrais mettre comme ça plusieurs actions. Quand mon signal ou ma variable est comprise entre val_d et val_f, j'effectue l'action 2. Donc je peux fixer un intervalle de valeurs pour faire intervenir donc mon action. Mais je peux également donner une liste de valeurs en les séparant par des barres verticales qui correspondent à la touche donc Alt graphique 6 et effectue l'action correspondante. Donc pour lancer l'action correspondante, j'utilise le égal supérieur. On flèche vers une action. Et puis on termine par tous les autres cas. Donc à partir de tout ce qui n'aura pas été explicité ici comme cas sera traité ici avec le when others. Et donc ici une ou plusieurs actions pour tous les autres cas. Alors contrairement au C, il n'y a pas besoin de mettre une ligne de type break pour empêcher d'exécuter les autres actions qui apparaissent là. Lorsqu'on traite par exemple le when val, on aura uniquement l'action 1 qui sera prise en compte. Et donc la structure se termine par un end case. Alors sous une forme un petit peu développée, ça donne ceci, mais ça revient absolument au même. Et donc là, je peux dérouler différentes actions pour le cas où la signal ou la variable est égale à val. Voilà, bon, je pense que c'est relativement simple à comprendre. Par rapport donc à ce que vous connaissez avec le langage C, eh bien, ça permet de spécifier un intervalle de valeurs ou une liste de valeurs. On peut également effectuer des structures répétitives, et ces structures répétitives, eh bien, on les effectue par exemple avec une boucle de type for loop. Donc la structure
de base, c'est donc un for index in valeur début ou valeur fin loop. Donc on a un index, donc qui est une variable. Alors cette variable, c'est une variable de type integer ou natural positive, qui va évoluer entre deux bornes. Et on boucle. Et on termine par un end loop. Alors ces boucles, on peut leur donner un nom. Et pour leur donner un nom, il suffit de préciser le nom ici juste avant le for avec 2 points. Et ensuite, on donne le nom de la boucle. Bien, alors entre les deux, on met toutes les actions que l'on veut traiter dans la boucle. Alors il existe également une boucle de type while loop. Même principe, hein, while condition loop. On donne nos actions et on termine par un end loop. Évidemment, il faut prendre une précaution, c'est que tout ce qui se situe à l'intérieur de la boucle permette de faire évoluer la condition de façon à ce qu'on en sorte un jour de cette condition. De façon à ce que la condition ne soit plus vérifiée. Bien, alors c'est la fin de cette vidéo. On va avoir des exemples concrets à partir de la vidéo suivante pour pouvoir utiliser toutes les structures qui viennent d'être vues ici. Je comprends que là c'était relativement abstrait, mais il faut avoir vu au moins une fois la syntaxe de ces différentes structures. Merci d'avoir suivi cette vidéo.